L'association Alpi gère à la fois des établissements et des services en milieu ouvert. Les foyers donc, situés à Monestier-de-Clermont qui accueillent à la fois des personnes cérébrolésées, donc il y a 20 places de foyers pour personnes cérébrolésées, et puis le foyer Le Parc qui accueille un public en situation de handicap psychique. Pour les services en milieu ouvert, donc l'association Alpi gère à la fois un service d'accueil de jour, donc situé à Sassenage, qui accueille de nombreuses personnes, 80 personnes à temps partiel, et puis bien sûr les services en milieu ouvert qu'on appelle les SAMSA. Donc le SAMSA Le Cerdac qui a 109 places réparties sur 3 sites, donc sur tout le département de l'Isère bien sûr. Donc au total, ça fait 160 personnes accompagnées. Et puis donc le nouveau service rétablissement, SAMSA, orienté rétablissement. Donc comme le disait le docteur Gouache, c'est une nouvelle offre en fait d'accompagnement. Alors pour le dire simplement, parce que je pense qu'il y a encore parfois des difficultés à voir la différence entre SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, et SAMSA, donc service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap. Retenez simplement que donc nous, on a celle de l'ARS et du département, puisqu'on intervient à la fois sur le volet soins et sur le volet social. Donc, il y a une prévalence des questions de soins. On verra ensuite l'équipe du service rétablissement et vous comprendrez mieux en quoi donc ces deux volets sont complémentaires. Peut-être juste dire aussi que la fréquence d'intervention en SAMSA est plutôt de l'ordre de 1 à 2 rendez-vous par semaine, là où les SAVS interviennent plutôt à une fréquence de une fois toutes les 3 semaines. Donc l'accompagnement est beaucoup plus soutenu. Donc oui, tout à l'heure je disais qu'on n'a pas pu présenter le service avec Monsieur Clé, et je le regrette puisqu'on commence à faire un bon binôme. Donc il est administrateur, je pense qu'il m'entend et je le salue au passage. Administrateur du service rétablissement, ce qui est une chance pour nous puisque ça nous permet, en tout cas à moi en tant que responsable de service, d'avoir un lien privilégié avec le bureau à travers Monsieur Clé, mais aussi d'avoir le regard d'une personne qui vit au quotidien les difficultés liées au handicap psychique, et en tout cas qui en a l'expérience. Et nous on souhaite vraiment s'appuyer sur la connaissance qu'ont les familles des situations de handicap psychique, des freins à la vie sociale et de tout ce que ça engendre comme difficulté, pour pouvoir bâtir notre action sur ces témoignages. Donc le docteur Gouache en a parlé, le rétablissement, c'est un processus foncièrement personnel. Il a abordé tous les aspects. Moi, je voulais aussi revenir sur le fait que les familles, l'entourage sont un vrai levier donc, sur le rétablissement. Il y a eu des moments où j'ai peut-être pas été très attentive, mais en tout cas pour nous, et on y travaille, c'est le docteur Gouache qui m'a sensibilisée à ça, mais on y travaille dès le début, c'est-à-dire à accueillir les familles, dès l'admission de la personne autant que possible pour travailler ensemble et pas chacun de notre côté. Donc, un mot donc sur l'origine du SAMSA rétablissement. Donc nous, on s'appelle service, mais dans d'autres départements, les SAMSA s'appellent soit rétablissement, soit réhabilitation. Ils sont issus d'un appel à projet régional qui vise… donc le cahier des charges était le même sur tous les départements. Cet appel à projet visait à consolider les soins de réhabilitation dans la communauté, à soutenir un processus de rétablissement et donc bien sûr en articulation étroite avec l'offre de soins de réhabilitation sur le versant sanitaire. Donc l'ALPI a répondu à l'appel à projet avec ses deux partenaires que sont le C3R et le REPSI. Très concrètement, à partir du moment où l'ALPI a été retenue pour créer ce service, on a fait plus que de travailler ensemble à la création de l'offre, mais on a été plus loin, donc en mutualisant des postes, notamment celui du docteur Gouache qui est à la fois médecin dans notre service et bien sûr responsable du C3R. Sur le Nord-Isère, alors je ne vous ai pas encore parlé du périmètre d'intervention, mais sur le Nord-Isère, c'est le docteur Glatini qui est aussi médecin au REPSI
qui est le médecin référent sur le service site Nord-Isère. On y reviendra, c'est un peu. On a donc mutualisé aussi des questions de formation. Bien sûr, on fait appel au C3R par rapport au groupe Pro-Famille. Il y a des relais d'accompagnement qui commencent à se faire de mieux en mieux. Enfin, on va passer la question de la réhabilitation psychosociale, puisqu'elle a bien été expliquée par le docteur Gouache. Simplement dire que on s'appuie sur les mêmes valeurs, hein, celle de placer la personne au centre de l'accompagnement et de faire en fonction de ses attentes et de ses demandes. Alors ça peut paraître évident, mais je pense que c'est un réel changement de paradigme et que voilà, c'est tous les jours qu'en tant que professionnel, il faut qu'on se pose la question de se dire est-ce que on répond réellement aux demandes et aux attentes de la personne ou est-ce qu'on oriente parce qu'on s'inquiète pour lui, parce qu'on estime que ci ou ça, c'est pas prioritaire. Donc voilà, c'est nouveau aussi pour nous professionnels. Alors, le service rétablissement donc, se situe sur 2 sites. Donc, l'idée, c'était de couvrir tout le département et notamment le Nord-Isère qui est en déficit de place. Le site du Nord-Isère donc, est placé sous la direction de Loïc Galvez, qui est directeur adjoint des services en milieu ouvert. Et il y a donc une coordinatrice de l'action. C'est un montage un petit peu différent que chez nous. Donc 25 personnes accompagnées. On est en montée en charge, donc on n'y est pas encore. Alors que donc le site de Sassenage que j'encadre peut aller jusqu'à accompagner 50 personnes. C'est-à-dire que nous, on est calé sur la couverture sanitaire. Vous le voyez sur la carte. On couvre les 3 pôles adultes du centre hospitalier de Isère. Voilà pour le périmètre d'intervention. Donc les missions spécifiques du service. On est toujours dans l'idée d'un parcours qui permet de consolider les soins que les personnes auraient reçus au C3R. Alors bien sûr, toutes les personnes qu'on accompagne ne sont pas passées par ce parcours de réhabilitation, mais de plus en plus, on vise à ce que ce soit possible dans un sens ou dans l'autre. Et donc l'idée, c'est de permettre à la personne de développer ses capacités d'autonomie et d'inclusion sociale, ce qui passe aussi bien souvent, puisque c'était un des axes forts du cahier des charges, par l'accès et l'adaptation au logement autonome. Pour permettre en fait à la personne de trouver une qualité de vie qui soit satisfaisante, donc on accompagne un public jeune, bien souvent qui vient d'entrer dans la maladie. Donc pour tout ça, on s'appuie sur des techniques de réhabilitation psychosociale. On favorise bien sûr la consolidation du parcours de soins. On accompagne des jeunes qui bien souvent n'ont pas encore de médecin psychiatre référent, sont dans l'indétermination du diagnostic. Donc voilà, c'est un aspect important de l'accompagnement. Et on facilite la coordination entre les différents acteurs qui interviennent dans le projet de la personne. L'équipe du service rétablissement, donc vous allez voir qu'il y a des métiers nouveaux qui apparaissent forcément en lien avec nos missions. Le docteur Gouache en a parlé, il y a tout un pan de l'accompagnement qui commence par une phase d'évaluation. Donc, le métier, par exemple, de neuropsychologue qui a fait son entrée à l'ALPI il y a peu de temps. La neuropsychologue du service rétablissement intervient alors principalement pour réaliser des bilans pour des bilans neuropsychologiques pour des personnes qui n'en ont pas eu au C3R ou chez un autre partenaire qui adresserait la personne vers nous, mais aussi pour évaluer dans la communauté les freins, les incapacités, les difficultés, mais aussi les ressources liées à la situation de handicap. Donc c'est ce que nous on appelle les évaluations en milieu écologique et qui se réalisent par un binôme neuropsychologue-ergothérapeute. L'idée, on va y revenir après, c'est qu'en début de parcours, on ait que la personne et nous puissions avoir une idée très claire de ses compétences et de ses ressources, mais aussi de ses difficultés pour pouvoir adapter l'accompagnement au mieux, être au plus près de ses besoins, puisque l'accompagnement va se dérouler sur un temps très court. On est sur un accompagnement de 2 ans, là où le SAMSA, le CERDAC, plus classique, accompagne les personnes sur 5-10 ans. Donc les notifications sont très courtes, Benjamin Gouache en a parlé, c'est aussi dans l'idée de ne pas chroniciser les personnes, et on est la dernière marche avant l'autonomie. Donc sur la dernière ligne, on voit donc des métiers nouveaux. Jusque-là, on connaissait bien les métiers d'éducateur et infirmier en SAMSA. Aujourd'hui, au service rétablissement, on a également des ergothérapeutes, un père aidant,
qui intervient donc à la fois auprès des personnes que nous accompagnons, mais aussi en soutien à l'équipe dans la réflexion de comment soutenir le processus de rétablissement. Et puis, une chargée de mission locative. Donc ça, on y reviendra parce que je pense que les familles qui nous écoutent ont des questions par rapport à ça. Donc, chargée de gestion locative qui est un profil CESF, donc travailleur social. Alors, donc juste rapidement dire que parmi les métiers, les métiers d'ergothérapeute, éducateur et infirmier, une personne est désignée comme coordinateur de parcours, case manager, qui sera vraiment à l'interface avec tous les partenaires à l'extérieur et les familles et les professionnels de l'équipe, tout simplement pour éviter à la personne d'être en difficulté avec l'offre d'accompagnement qui est parfois un peu complexe, puisque les personnes qu'on accompagne peuvent être à la fois suivies par le C3R, le CMP, nous bien sûr, mais aussi la mission locale, etc., etc. Donc ça peut faire beaucoup, ce qui fait qu'on désigne un case manager, un coordinateur de parcours qui est l'intervenant pivot, avec qui la personne instaure un lien de confiance et qui la représente aussi quand nécessaire auprès de tous ses partenaires. Le parcours personnalisé, bon là c'est pour entrer vraiment dans le cœur de la manière dont on accompagne les personnes. On accompagne donc, je vous l'ai dit, un public jeune de plus de 18 ans en situation de handicap psychique, des personnes qui ont reçu une notification de la MDA et ou qui nous sont orientées par le REPSI ou C3R. Alors, quand on dit « ou », ça veut dire que parfois, dans l'idée de ne pas attendre qu'il y ait de rupture, on peut très bien prendre la suite d'un parcours de réhabilitation sans forcément attendre qu'une notification arrive, tout simplement pour donner le plus de chance à la personne de continuer à poursuivre son processus de rétablissement. La moyenne d'âge des personnes qu'on accompagne, on dit un public jeune, pour le moment, elle est de 26 ans, en tout cas pour le site de Sassenage. Donc, ce sont des personnes qui sont en situation d'isolement et ou de désinsertion sociale. Donc, on en a parlé, et Madame Braoudakis est revenue dessus également, sur le fait que le rétablissement passe par l'importance de trouver un rôle signifiant dans la communauté et de pouvoir s'inclure. Une vie satisfaisante, c'est pas seulement avoir un logement, un travail, mais pouvoir avoir un rôle bien à soi. Donc, les personnes qui nous sont orientées, il faut qu'elles soient autodéterminées, qu'elles soient elles-mêmes dans l'adhésion au projet de notre service, qu'elles aient envie de développer leur capacité d'autonomie. Parfois, elles ont déjà un logement, mais on est vraiment orienté sur cette question de l'accès au logement autonome. Alors, quand on dit logement, c'est pas foyer, c'est pas hébergement, c'est vraiment les logements de droit commun. Et puis d'être soutenus, bien sûr, dans leur processus de rétablissement. Pour ce faire, donc, on met en place, dès le début, une évaluation pluridisciplinaire. Dans l'idée donc de consolider les soins de réhabilitation, on utilise les mêmes outils qu'au C3R, en tout cas de plus en plus. Donc le Dr Wash en a parlé, le plan de suivi individualisé qui sert de socle pour toutes les interventions. Quand le bilan neuropsychologique n'a pas été réalisé, il est réalisé en début de parcours. Une phase d'état des lieux, une phase en début d'accompagnement où on fait connaissance avec la personne, mais aussi où elle apprend à mieux se connaître. Et puis donc un accompagnement qui va se mettre en place de manière pluridisciplinaire. Alors tous les professionnels n'interviennent pas forcément. Vous avez vu qu'ils sont nombreux, mais ce sera en fonction des besoins et des attentes de la personne. Au terme de 2 ans, les personnes, normalement, devraient pouvoir se passer de notre accompagnement, parfois même avant. Il y a des relais possibles vers les SAVS, soit aussi vers les ressources de la communauté, c'est-à-dire les partenaires professionnels, les familles. Et puis, s'il y a eu, je dirais, une orientation qui n'était pas forcément tout à fait adaptée à notre service, ça arrive aussi que rapidement, on bascule sur le SAMSA, le CERDAC, tout simplement parce qu'on travaille dans la même association et que ça fluidifie aussi la question des parcours. Donc la façon d'intervenir en SAMSA, c'est un service en milieu ouvert, donc on intervient au plus près de la personne, là où elle habite, là où elle a ses activités signifiantes. Donc les professionnels, à part au début j'en ai pas parlé du processus d'admission. Donc à part les premiers rendez-vous qui se situent dans le cadre du processus d'admission, et des temps forts comme la révision du projet personnalisé ou les rencontres avec le médecin, le bilan neuropsychologique, qui ça se passe au service.
Sinon, les professionnels se déplacent dans la communauté pour accompagner les personnes à des rendez-vous, pour réaliser des visites à domicile, des visites d'appartement, etc. Les domaines d'intervention, donc on en a parlé au début, le fait d'être un SAMSA, c'est qu'il y a forcément un volet soins et un volet social. Le volet soins comporte la partie accès aux soins de santé psychique, la consolidation de ces soins-là, mais aussi du coup le volet soins somatiques. Et bien souvent, quand on est face à un public jeune, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas en place, donc notamment les soins gynécologiques pour les jeunes filles, les soins de dentisterie, ophtalmologie. Donc tout ça, ça fait partie du travail des professionnels du service, de pouvoir repérer les attentes et besoins et d'accompagner les personnes vers ces soins-là. Pour le volet social, donc ça comporte aussi bien l'accès au logement autonome que les activités, l'accès aux activités de loisirs, la question de la professionnalisation, de l'accès à l'emploi, mais aussi les déplacements, la mobilité, la vie relationnelle, familiale et affective, la gestion administrative, du budget, enfin tout ce qui permet de devenir un jeune adulte capable de se débrouiller seul, malgré les troubles psychiques. Le processus d'admission, on ne va pas changer la diapo, mais c'est juste vous dire que nous, on travaille sur notification, donc les notifications nous sont opposables, ce qui veut dire que le processus d'admission est assez court finalement, donc il vise principalement à vérifier de ma place et de celle du docteur Gouache que l'offre qu'on propose correspond aux attentes et besoins de la personne, parce qu'il y a une décision qui est prise par la CDAPH, mais encore faut-il qu'on se rencontre et qu'on voit que ce soit vraiment sur base de l'adhésion de la personne qu'on démarre, que ça corresponde à ses attentes et besoins. Bien souvent, on s'en est rendu compte, les personnes nous considèrent un petit peu, voire parfois aussi les partenaires et les familles, comme une sorte d'agence immobilière. Alors je le dis très simplement, hein, mais avec je dirais même des idées qu'on n'avait pas imaginées, notamment celle du fait qu'on aurait des appartements à disposition, que dans l'urgence on pourrait trouver des solutions d'hébergement ou de mise à l'abri. Nous, on accompagne des personnes qui, on les accompagne au long cours. Alors 2 ans, ça paraît peu, mais en même temps, c'est un peu une course de fond. On n'a pas de baguette magique, ce qui veut dire que les jeunes qui cherchent un logement, le rôle de la chargée de mission locative, ça va être de leur apprendre à chercher un logement, de définir leurs critères, de visiter, savoir comment se présenter tout simplement devant un propriétaire, devant un représentant de bailleur social. Enfin, c'est tout un accompagnement en soi. Pour ça, comme pour le reste, on ne fera pas sans la personne. Donc, bien souvent, on se retrouve dans des situations, quand on démarre, de grande précarité. Alors, on n'accompagne pas des personnes à la rue, mais des fois, les jeunes sont hébergés chez des tiers, en famille, ça se passe très mal. Et pour autant, il faut qu'on puisse faire entendre, le temps de la personne sera incontournable, et puis aussi le temps nécessaire à l'accès au logement. Bien souvent, il y a des freins comme des dettes ou, je sais pas de ressources financières. Enfin voilà, donc on en est là quand on démarre. Et nous, il faut qu'on vérifie au moment du processus d'admission qu'on est bien raccord, qu'il y a bien effectivement un volet soins aussi, c'est-à-dire que la personne a des attentes vis-à-vis du soin. Voilà. Donc actuellement, on accompagne, c'est pas tout à fait à jour, mais on est toujours en montée en charge, ce qui veut dire que sur SASNAGE, on est plutôt à 26-27 accompagnements, là où on pourra aller jusqu'à 50. Donc le recrutement des professionnels se fait au fur et à mesure. On commence à avoir de plus en plus de personnes qui, dans les faits, sont dans une consolidation de leur parcours de soins au C3R. Donc 7 personnes qui ont suivi ce parcours-là, des personnes qui nous sont orientées par le CHE, par la clinique du Grésivaudan, et alors c'est important de le souligner aussi par les familles. Donc 3 personnes qui actuellement ont été orientées directement par l'UNAFAM, dont 2 personnes sur les 3 où en fait c'est ensemble qu'on a monté le dossier MDA. Alors je le ferai pas pour les 50 parce que ça demande du temps, mais c'est intéressant aussi de pouvoir se rencontrer avec la personne et sa famille avant de monter ce dossier, d'en arriver à tout ça, tout simplement pour pouvoir présenter l'offre et se rendre compte si c'est ce qui est attendu. Et donc, c'est vraiment des accompagnements intéressants. Ce qui veut dire aussi qu'on a été bien repéré par l'UNAFAM. Voilà. Alors, pour les diagnostics, juste rappeler que
voilà, on est dans le cas du handicap psychique, donc ce sont normalement des troubles psychiques sévères et persistants. Pour autant, il y a des personnes qu'on accompagne qui ont un diagnostic qui est encore incertain. Voilà, et puis pour ce qui est de la situation logement à l'entrée, donc parmi les 25 personnes qui étaient accompagnées au moment où j'ai fait la diapo, 15 vivaient en famille, 3 déjà en logement autonome, mais ça je dirais c'est le temps administratif entre le moment où la personne fait la demande et le moment où elle a sa notification. L'hôpital psychiatrique ou les appartements thérapeutiques, des personnes et une personne qui est hébergée chez un tiers. Voilà. Donc depuis qu'on a démarré, 9 personnes ont intégré un logement autonome, ce qui est pour nous enfin voilà, une réussite. Donc peut-être juste préciser que c'est vraiment le temps des personnes. C'est-à-dire que on arrive des fois nous-mêmes à se rendre compte, le docteur Gouache en parlait, hein, du fait que quand la personne arrive à exprimer ses demandes et ses attentes et qu'on écoute, voilà, qu'on entend son rythme et qu'on écoute là où elle en est, eh ben on pourra vraiment arriver à des résultats intéressants pour elle, alors que là où on devance les attentes, et bien souvent pour des raisons légitimes, en général, soit on s'épuise, soit on se casse la figure. Donc j'ai en tête sur la situation des personnes qui ont démarré chez nous, une jeune fille qui venait de la clinique du Grésivaudan, très jeune, en situation de précarité, avec un risque de mise à la rue, puisqu'elle était hébergée chez des amis à gauche, à droite. Très concrètement, il y avait vendredi où on ne savait pas où elle allait dormir le week-end, mais elle, c'était pas sa préoccupation. Donc on a fait à son rythme à elle, et aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, c'est devenu sa priorité, en fait, ça s'est fait très facilement. Elle a trouvé un appartement, donc il y a eu tout le temps de lever les freins à l'accès au logement, donc notamment la question des droits les ressources financières, etc. Mais au moment où elle a été prête, ça s'est fait en 15 jours. Donc nous, ça nous a paru long parce qu'effectivement, c'était un an. Mais finalement, il n'y a pas eu il n'y a pas eu tant de risques que ça. Pour terminer, je conclurai en parlant de notre lien aux familles. Hein, donc, pour les professionnels qui ont travaillé avant au SANSA Le Cerdac ou au foyer et qui sont ou dans d'autres institutions, c'est nouveau en fait de travailler autant avec les familles, y compris pour moi d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment là qu'on pourra donner le meilleur pour les personnes, y compris quand c'est compliqué, quand c'est conflictuel. Parce que à la base des conflits, il y a toujours une détresse, une incompréhension de la maladie, de ses répercussions. Et voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec les familles. Encore une fois, là, on est à l'Assemblée générale de l'UNAFAM, donc nous, on les oriente systématiquement vers l'UNAFAM. On leur donne une plaquette lorsqu'on les rencontre en processus d'admission pour qu'ils puissent se tourner vers vous, parce qu'on pourra juste vous dire aussi que si en tant que famille, vous souhaitez nous contacter, Monsieur Galvez et moi, par mail, voilà, nous, on est en tout cas disponible par mail pour vous répondre. Toutes les questions sont bonnes et par mail, je prendrai le temps de répondre à chacun. Vous avez des auxiliaires de vie qui sont formés aux troubles psychiques qui peuvent aider pour la gestion du domicile? Non, on n'a pas d'auxiliaire de vie au sein du service rétablissement. On a présenté l'équipe. Par contre, on peut à un moment donné déclencher une évaluation si on voit que la personne n'est pas à même d'être autonome dans son logement pour porter une éventuelle demande selon ses attentes et besoins pour une PCH qui permettrait de mettre en place une auxiliaire de vie. Mais encore une fois, on est plutôt on est plutôt là pour accueillir des personnes jeunes dans la maladie, pas encore trop atteintes, je dirais, par le handicap et qui sont capables, pour leur permettre en fait d'être de plus en plus autonomes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui. Que vous pouvez faire recours à la PCH et normalement les personnes sont plus ou moins formées aux troubles psychiques. Après, les auxiliaires de vie ne le sont pas forcément. Mais... Je pense que la question a été posée puisque c'est une personne qui forme les auxiliaires de vie aux troubles psychiques. Et je pense que son envie, ce serait justement que les auxiliaires de vie puissent être plus formés à ce titre-là, j'imagine. Et une deuxième question pour vous, qui est quelle est la limite d'âge pour ces dispositifs récents?
puisque justement, on peut rentrer dans la maladie à plus de 30 ans. Est-ce que c'est réservé aux jeunes? Donc, en fait, voilà, je viens juste de le dire, mais très rapidement, on s'adresse à des personnes jeunes dans la maladie, ce qui veut dire que il n'y a pas de réelle limite. Plus tôt on intervient, mieux c'est, pour éviter à la maladie de s'installer dans la chronicité. Mais après, on accompagne aussi des personnes de 40 ans. Enfin, voilà. On a l'agrément 18-60, donc on est large. En fait, on accompagne les personnes vers le logement autonome, c'est-à-dire, enfin, le logement de droit commun, ça peut être en logement universitaire pour ceux qui font des études, on en a, mais ça peut être aussi en colocation et notamment, on accompagne toute une partie des jeunes qui sortent de la clinique du Grésivaudan qui souhaitent parfois faire des colocations ensemble. Là, on vient juste d'accompagner 2 jeunes qui vivent en colocation. Il y en a qui cherchent une colocation à 3. Alors, c'est pas forcément facile à justifier auprès des bailleurs, mais on y arrive. Et c'est des modes d'habiter c'est formidable. Voilà.